Les psychotropes, tout le monde en parle, mais qui sait vraiment de quoi il s'agit? Dans ce nouvel épisode d'Éclat d'esprit, j'ai l'immense privilège de recevoir le professeur Hélène Verdoux, psychiatre et enseignante à l'Université de Bordeaux. Elle est spécialiste des traitements des troubles du spectre schizophrénique et bipolaire. Avec rigueur, nuance et clarté, elle nous éclaire sur les traitements psychotropes utilisés dans les troubles psychotiques. Ces traitements qui sauvent accompagnent des millions de vies. Mais ils suscitent aussi parfois débat, peur et rejet. Au cœur de notre échange, l'expérience psychotique, le rôle et l'impact des psychotropes, leurs effets, leurs limites, et toutes les réalités qui ne sont pas toujours simples à appréhender. Nous vous proposons une conversation honnête, accessible et profondément humaine. Que vous soyez concerné de près ou de loin, cet épisode vous aidera à mieux comprendre ce que sont vraiment les psychotropes, au-delà des clichés qui pourraient bien être bousculés. Installez-vous, écoutez et surtout, gardez l'esprit ouvert. Professeur Verdoux, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment précieux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas votre métier, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Alors bonjour, merci pour cette invitation. Donc je suis Hélène Verdoux, je suis professeure de psychiatrie adulte à l'Université de Bordeaux et au niveau de mes thématiques de recherche, je suis pharmacoépidémiologiste, c'est-à-dire que je m'intéresse à la manière dont les médicaments, et les médicaments psychotropes en particulier, sont utilisés en conditions réelles de prescription en population générale et quel est leur impact et quels sont leurs bénéfices pour les personnes qui les prennent. Alors, il peut arriver à chacun d'entre nous d'avoir, ne serait-ce que très brièvement, une hallucination visuelle ou un sentiment de persécution ou une idée qui sort, une idée délirante, comme on dit, qui sort un peu de ce qui est plausible pour l'entourage, de ressentir une profonde détresse ou même d'entendre un son, une voix qui n'existe finalement pas. À partir de quand ces expériences qui sont humaines, j'ai envie de dire normales, à ce qui ressort de pathologique? Quel est le point où on catégorise toutes ces expériences de psychotiques? Alors, c'est une question complexe. Et effectivement, comme vous le soulignez, toutes les expériences que l'on qualifie de symptômes psychiatriques sont des expériences qui font partie du psychisme humain dit normal. Et la frontière entre expérience normale et expérience pathologique est toujours arbitraire. On est sur un phénomène continu. Et à un moment donné, on va établir une frontière qui dit d'un côté de la frontière c'est normal, de l'autre c'est pathologique. Alors c'est pas spécifique à la psychiatrie, on a la même chose par exemple pour le diabète, pour l'hypertension, où la frontière est aussi arbitraire entre une tension normale et une tension anormale nécessitant un traitement. Donc en psychiatrie, le critère sur lequel on se base pour définir la frontière entre normal et pathologique, c'est le retentissement. C'est-à-dire qu'en fait, si l'expérience ne génère aucune anxiété, n'a aucune répercussion sur les relations interpersonnelles, les relations sociales, quelle que soit l'expérience et quel que soit son degré étrange, en fait, on ne considère pas qu'il s'agit d'un symptôme psychiatrique. Mais dès qu'il y a un retentissement en termes de souffrance subjective ou en termes de retentissement sur le comportement, sur les relations interpersonnelles, et bien sûr, si ce retentissement est important, à ce moment-là, on bascule dans le champ des symptômes, et donc du pathologique. Et en fait, cette frontière sert de manière très pratique à différencier les personnes qui ont besoin d'un traitement des personnes qui n'ont pas besoin d'un traitement. En fait, la catégorisation ne sert qu'à ça. Donc en fait, il est très fréquent d'entendre enfin, beaucoup de personnes en population générale ont déjà eu des hallucinations acoustico-verbales, c'est-à-dire entendre une voix. C'est par exemple très banal le soir en s'endormant. On considère qu'il y a au moins 15% à 20% des personnes qui ont déjà eu une hallucination acoustico-verbale. Mais en revanche, les personnes qui ont besoin de traitement pour des hallucinations acoustico-verbales, leur proportion est beaucoup moins importante, c'est de l'ordre de 2 à 3%, disons, des personnes en population générale. Depuis toujours, l'homme, il a cherché à soulager ses maux en utilisant des substances psychoactives, telles que l'opium, le cannabis, etc. L'alcool aussi fait partie de cette substance, même si elles ont un statut social et culturel un peu différent. L'ère moderne des psychotropes, avec ce qu'on appelle antidépresseurs, neuroleptiques, commence véritablement plus tard avec l'essor de la pharmacologie. C'est quoi un psychotrope
et quel a été son impact en psychiatrie? Alors, définir un psychotrope, c'est en fait ça, on peut donner une définition simple en disant que c'est un médicament qui agit sur le psychisme, mais ensuite on se heurte bien sûr à la définition de qu'est-ce que le psychisme. Donc, un psychotrope, c'est un médicament qui agit sur le système nerveux central, sur le cerveau et qui, mais il y a beaucoup d'autres médicaments qui agissent sur le cerveau et qui ne sont pas des psychotropes. Donc, je peux penser par exemple aux médicaments contre la maladie de Parkinson, contre l'Alzheimer, etc., qui ne sont pas considérés comme des psychotropes. Donc, si on veut reprendre la classification des psychotropes, un psychotrope, ça va être un médicament qui agit sur l'anxiété, qui agit sur l'humeur, qui agit sur les symptômes psychotiques, qui agit aussi sur le sommeil et qui agit sur les addictions, pour reprendre les grandes catégories des médicaments psychotropes. Donc, ça va être un médicament qui, pour reformuler, va agir essentiellement sur le domaine des émotions, de l'humeur et du comportement. Et alors effectivement, la révolution pharmacologique là aussi, que l'on définit de manière un peu arbitraire comme datant des années 50 avec la découverte des antipsychotiques, vous l'avez bien souligné, il existe depuis toujours une pharmacopée des substances qui agissent sur le psychisme, on connaît ça depuis l'Antiquité. Mais la véritable révolution, c'est la découverte de la chlorpromazine au début des années 50. Donc, c'était fait par des Français, de Necker à Sainte-Anne, avec qui étaient deux psychiatres et un anesthésiste qui était Henri Laborie, qui ont en fait découvert qu'un médicament qui au départ était destiné plutôt à l'anesthésie avait des propriétés très particulières sur le psychisme. Ils ont évalué l'effet de ce traitement chez des personnes qui étaient à l'époque hospitalisées à Sainte-Anne. À l'époque, il n'y avait pas les comités d'éthique, c'était beaucoup plus simple de tester des nouveaux médicaments, avec beaucoup plus de risques aussi, bien sûr. Et en fait, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pour faire simple, on a pu soulager des personnes qui avaient des idées délirantes, des hallucinations de manière très efficace, et ça a été une véritable révolution. Donc, la révolution, elle date vraiment des années 50. Après, il y a d'autres molécules qui ont été découvertes, les antidépresseurs, le lithium qui a été redécouvert parce qu'on le connaissait aussi depuis l'Antiquité, etc., etc. Donc, cette révolution pharmacologique, en fait, c'est elle qui notamment a permis de mettre fin à une hospitalisation chronique pour quand même des millions de personnes dans le monde, puisque le nombre de places à un hôpital psychiatrique s'est effondré à partir des années 50. Alors, il y a d'autres motifs à cet effondrement, mais quand même, la révolution psychopharmacologique a joué un rôle important. Enfin, elle a vraiment transformé la vie et sauvé des vies à tous les sens du terme. Donc, il peut y avoir beaucoup de diabolisation autour de ces traitements, mais il ne faut pas oublier comment c'était avant les traitements. Donc maintenant, cette mémoire s'est perdue parce qu'il reste plus grand monde qui se souvient de ça. Mais voilà, il ne faut pas oublier ce que c'était les asiles psychiatriques avant les traitements psychotropes et ce que vivaient les personnes concernées. Quelle place les traitements médicamenteux occupent-ils aujourd'hui dans ce processus de rétablissement? Est-ce qu'ils sont une composante parmi d'autres ou est-ce que c'est vraiment la pierre angulaire sans quoi tout ce qui peut être proposé comme psychothérapie, psychoéducation, remédiation cognitive, enfin, tout ce qui existe autour ne pourrait être pleinement efficace? On ne peut pas donner une réponse générale à cette question. En fait, tout dépend du trouble. Si on veut, il existe un certain nombre de problèmes psychiatriques, de troubles psychiatriques pour lesquels, en fait, les traitements psychotropes ne sont pas la première ligne de traitement. Je pense par exemple aux dépressions d'intensité modérée, à beaucoup de troubles anxieux, à des troubles de la personnalité, etc. La première ligne de traitement va être non médicamenteuse. Elle va être essentiellement basée sur des psychothérapies, sur l'éducation thérapeutique, etc. En revanche, pour d'autres pathologies, et ce qu'on appelle les pathologies psychiatriques sévères, notamment tous les troubles psychotiques, dont le plus fréquent est la schizophrénie, et les troubles de l'humeur de type trouble bipolaire, là, en fait, le traitement médicamenteux est la première ligne. Mais dans tous les cas, le traitement médicamenteux ne sera jamais isolé. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la prise en charge va nécessiter
en même temps que la prescription de traitements médicamenteux, au minimum, j'allais dire, l'éducation thérapeutique, une psychothérapie qui peut être une psychothérapie de soutien simple, une psychothérapie beaucoup plus structurée, type thérapie cognitive ou comportementale. Et aussi, comme vous le dites, hein, les troubles psychiatriques, forcément, c'est une personne dans un groupe social, dans un environnement, donc on ne peut pas non plus faire l'abstraction de la prise en charge de l'environnement, enfin de la prise en charge, en tout cas, de regarder quel est l'impact des facteurs de stress et des interactions sociales sur l'évolution du trouble. Et donc, très souvent, il est important aussi, par exemple, de proposer de l'éducation thérapeutique à la famille, d'essayer d'aménager les conditions d'environnement. Je pense par exemple aux conditions professionnelles, etc., qui peuvent être des facteurs pronostiques importants pour un trouble psychiatrique. Donc, en fait, voilà, c'est une prise en charge globale. Le médicament, c'est pour un certain nombre de troubles, vraiment une étape indispensable et il n'est pas possible de faire sans, mais ça ne peut jamais s'inscrire dans une stratégie unique. Il n'y a pas que l'ordonnance, il y a aussi toute la prise en charge globale de la personne dans son environnement. En prison et dans le cadre de mon mari, c'est bien une difficulté parce qu'en prison, si à un moment il arrive à obtenir l'accès aux médicaments, le reste ne va pas suivre. Là, tout peut s'enchaîner très simplement une fois que les gens reviennent dans la réalité après. C'est ce que j'ai retenu de l'expertise, que j'ai trouvé extrêmement bien faite. Alors, il m'a fallu longtemps pour la comprendre, etc. Aujourd'hui, je la trouve super bien faite. Et effectivement, ce qui est écrit, c'est que le traitement est la pierre angulaire, sans quoi la resocialisation n'est pas possible, mais qu'après, en quelques semaines, quelques mois, Ah euh, oui, oui, non, mais quand le traitement est efficace, c'est que les gens. Alors après, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand les gens ont vécu longtemps dans un autre univers, parce qu'en ouais, fait, c'est ça qu'il faut se représenter, c'est il a basculé dans un autre univers. Je ne connais pas exactement l'histoire de votre mari, mais l'expérience psychotique, c'est ça. On bascule dans un autre univers. Donc, le retour dans l'univers commun, même avec les traitements, peut être plus ou moins long selon la durée. Enfin, il faut quand même reconstruire un autre univers, quoi, en fait. C'est pas comme traverser un miroir dans un sens et dans l'autre, hein. Alors, parfois, dans l'entrée de la maladie, on traverse le miroir brutalement, on bascule dans notre univers, mais le retour, en général, se fait quand même progressivement. C'est ça qu'il faut, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment toute la phase de transition, je ne sais pas si j'avais fait à l'époque un poste, de la conviction absolue, puis le doute qui commence à s'installer, puis le doute qui devient de plus en plus fort, puis la prise de conscience qu'en fait, on était ailleurs, ça peut prendre du temps. ouais. Mais j'ai l'impression de l'avoir vécu, enfin, avec le recul, hein, quand je l'ai vécu le jour même, je me suis rendu compte de absolument rien. Avec le recul, j'arrive à identifier ces phases de doute avant qu'il n'y ait plus de doute. Enfin, voilà. Mais moi, Oui, oui, dans la premier passage dans le miroir, comme vous dites. oui, 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 mais la bascule dans ce sens-là peut être très rapide. Parfois, ça se fait en quelques heures, ça peut être très spectaculaire. Ah, nous, Ah ça a oui, été en quelques jours. oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça, c'est Ouais. ça, ça se fait. Ah ouais, enfin, ouais, C'est très. très spectaculaire, très très spectaculaire. C'est vraiment une bascule dans un autre univers psychique et c'est très mystérieux, hein, même pour nous psychiatres, hein, très mystérieux. Parfois, enfin, juste, je vous l'ai dit, mais parfois il y a des gens qui réémergent après des. Enfin, moi j'ai vu ça avec l'arrivée du Léponex, hein, de la clozapine dont je parle beaucoup, mais enfin, j'ai vécu ça aussi des gens qui étaient depuis des décennies dans des histoires délirantes parce que ils résistaient au traitement et on leur donne de la clozapine et en quelques semaines, en 2 semaines, ils rebasculent dans notre univers. Ça, c'est extraordinaire. C'est Et je, extraordinaire à vivre. Ouais. et je suis convaincue que ça peut être le cas de mon Ah mari. oui, parce que là, votre mari, c'est très brutal et puis on part sur un niveau de fonctionnement antérieur qui était... j'imagine que toutes les hypothèses organiques ont été éliminées, qu'il a eu au moins quelques examens. Je les ai demandés, je ne sais pas du tout ce qu'il a été fait. Mais moi, ça a Et on été. le saurait quand même. S'il avait quelque chose au cerveau, depuis le temps, on le saurait quand même. C'est ce qu'on m'a dit après. Bon, madame, maintenant, s'il aurait quelque chose d'autre. S'il avait quelque chose d'infectieux, d'inflammatoire ou de plus tumoral, on le saurait déjà. Ouais. Mais ça a été effectivement dans les premiers renseignements que j'ai pris. Bah, c'était tout de suite éliminer ça, Oui, bien sûr. effectivement. Donc, je l'ai proposé dans une autre langue. Je ne sais pas comment je me suis fait comprendre. Mais bon, mon Dieu. Donc, votre champ de compétences concerne les traitements des troubles du spectre de la schizophrénie et bipolaire.
En 2025, aujourd'hui, quels sont les traitements psychotropes, les troubles psychotiques disponibles et quelle efficacité est reconnue? Quels sont les effets attendus quand on fait ce genre de prescription? Alors, les traitements psychotropes disponibles pour les personnes qui ont un trouble du spectre de la schizophrénie notamment, hein, et tous les autres troubles psychotiques sont en fait appartiennent à la classe qu'on appelle les antipsychotiques, qu'on appelait aussi avant de manière traditionnelle les neuroleptiques. Donc, ce sont des médicaments dont l'efficacité est très très clairement démontrée, notamment sur ce qu'on appelle les symptômes positifs. Les symptômes positifs, c'est ceux qui sont en plus de la normale, ce sont les idées délirantes et les hallucinations. Donc, ce sont des médicaments qui sont très efficaces et qui, pour la plupart des personnes qui prennent ces traitements, parviennent à faire disparaître totalement ces expériences délirantes ou hallucinatoires, ou tout au moins à les faire diminuer de manière suffisante pour que leur retentissement ne soit plus important. Donc, il existe bien sûr comme pour toutes les maladies, en fait, il y a toujours des personnes qui ne s'améliorent pas suffisamment avec les premières lignes de traitement. Donc, on a aussi des traitements de deuxième ligne pour les personnes qui ne sont pas suffisamment améliorées, notamment des traitements comme la clozapine ou des associations d'antipsychotiques. Il faut juste quand même pour mémoire, pour les personnes qui ont des troubles psychotiques, il existe aussi également des traitements non pharmacologiques qui sont ce qu'on appelle les ECT, l'électroconvulsivothérapie, les sismothérapies, ce qu'on appelait avant les électrochocs, qui peuvent être aussi très efficaces sur certains symptômes psychotiques résistants. Donc, pour la plupart des personnes concernées par ces troubles, on va arriver rapidement à trouver un traitement qui permet de limiter le retentissement des symptômes, voire de supprimer totalement ces symptômes. Donc, ce sont des traitements très efficaces. La contrainte de ces traitements, c'est qu'ils ne sont efficaces que tant qu'on continue à les prendre. Ce ne sont pas des traitements, ce qu'on appelle des traitements curatifs, c'est-à-dire que c'est pas comme les antibiotiques, on les prend une semaine et après c'est fini. En fait, ces traitements, c'est plus le modèle du diabète où il faut continuer à prendre. On a des traitements efficaces, mais il faut continuer à les prendre pour que le trouble soit contrôlé et traité. Alors, pour certaines personnes, la durée du traitement va être relativement limitée. Pour d'autres personnes, ça va être plusieurs années, voire plusieurs décennies. Mais effectivement, il faut être très optimiste quand, chez quelqu'un qui a des symptômes psychotiques nécessitant un traitement médicamenteux, on finit toujours par trouver une solution pour que les symptômes, même s'ils persistent, soient compatibles avec une qualité de vie tout à fait satisfaisante. Le, le- la limite que l'on a actuellement pour le traitement des personnes concernées par une schizophrénie notamment, c'est plus sur les symptômes qu'on appelle négatifs, ceux qui sont à moins de la normale, par exemple la difficulté à avoir des interactions sociales, la difficulté à initier des comportements, le fait d'avoir peu d'activité, le fait de s'intéresser à peu de choses, d'être assez replié sur soi, d'avoir parfois aussi du mal à prendre en charge son hygiène corporelle, s'occuper des tâches quotidiennes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les symptômes négatifs. Là, à l'heure actuelle, on est beaucoup plus limité avec les traitements pharmacologiques concernant ces symptômes parce que les traitements pharmacologiques dont on dispose ne sont pas efficaces sur ces symptômes et donc il faut utiliser plutôt d'autres stratégies comme la remédiation cognitive, la réhabilitation psychosociale, etc., par rapport à ces symptômes-là. Donc c'est très efficace sur les idées délirantes et les hallucinations, moins efficace sur les symptômes négatifs. Ouais. Donc, c'est très important que le traitement soit suivi. Malheureusement, on compte un certain D'effets indésirables? à ces traitements qui agissent sur le cerveau, mais pas que. Dans ce que je relève comme symptômes indésirables, ça peut être la perte de libido, la prise de poids, les tremblements. Alors, il y en a sans doute d'autres que je ne connais pas. Comment on permet l'observance, le fait de continuer à prendre ces médicaments malgré ces effets indésirables? Comment est-ce qu'on mesure le bénéfice-risque et comment on fait en sorte que ce médicament soit pris effectivement peut-être sur du long terme?
Alors ça, c'est aussi, et c'est effectivement une très bonne question, et c'est, je dirais, la démarche est la même que dans toutes les autres spécialités médicales. Et vous avez évoqué la question du bénéfice-risque, et effectivement, quand on prescrit un traitement, qu'il soit médicamenteux ou non médicamenteux, d'ailleurs, la démarche est strictement la même, il faut toujours que les bénéfices soient supérieurs aux risques. Ça, en fait, la plupart des médicaments, si on reste sur les antipsychotiques notamment, la plupart des médicaments en termes de bénéfices sont à peu près comparables. Ils ont à peu près tous la même efficacité. Et ce qui va les différencier, c'est leur profil d'effet indésirable. Donc certains de ces antipsychotiques, par exemple, vont faire prendre beaucoup de poids, je pense à l'olanzapine, d'autres n'ont quasiment aucun impact sur la prise de poids, je pense par exemple à l'aripiprazole. Certains ont beaucoup d'impact sur la libido, je pense à la misopride, d'autres n'en ont quasiment pas, je pense là aussi à l'aripiprazole. Donc en fait, on peut ajuster de manière individuelle le choix de la molécule en fonction des effets indésirables. Tout le monde, par exemple, n'a pas la même vulnérabilité par rapport à la prise de poids. Il y a des personnes, vous pouvez leur donner des doses importantes de l'olanzapine ou de clozapine, qui sont les deux antipsychotiques qui font prendre le plus de poids, ils ne vont pas prendre un gramme. D'autres personnes, vous leur donnez un antipsychotique qui a priori ne fait pas prendre beaucoup de poids, ils vont quand même prendre du poids. Donc en fait, il y a une vulnérabilité très individuelle. Donc en fait, on va cibler les effets indésirables. On va bien sûr commencer un traitement, celui qui est en général le mieux toléré, mais après, on va adapter la prescription en fonction justement du profil d'effet indésirable qui va apparaître chez la personne. Donc c'est vraiment de la prescription individualisée, mais ça nécessite et que la personne concernée fasse état des effets indésirables qu'elle ressent, plutôt que d'arrêter le traitement, et que le prescripteur prenne en compte et évalue les effets indésirables. Je pense par exemple aux effets indésirables sur la libido. Il faut poser systématiquement la question, parce que c'est un motif d'arrêt très très fréquent. Donc il faut que le prescripteur pose la question et il faut aussi que la personne concernée en parle. Autrement, si personne n'est au courant, effectivement, il n'y aura pas d'action de décision de prise sur un changement de traitement. Donc en fait, c'est vraiment de l'ajustement individuel. Et la question de l'observance, alors elle s'explique par les effets indésirables, mais pas que. C'est-à-dire qu'il faut quand même déjà, quand on prend, si on imagine la plupart de ces traitements sont mis en place chez des adultes jeunes, voire des adolescents. Donc, un adolescent, un adulte jeune qui fait un premier épisode psychotique, qui se remet de son premier épisode psychotique avec un traitement. Il faut un bon niveau d'élaboration et de compréhension de ce qui s'est passé pour intégrer la nécessité qu'il faut continuer le traitement malgré le fait que ça va mieux. Donc, c'est pas juste les effets indésirables, c'est aussi l'information que le traitement doit être poursuivi même si on va mieux. Et ça, c'est le rôle de l'éducation thérapeutique notamment. Mais effectivement, la question de l'observance est particulièrement importante pour les traitements antipsychotiques. Alors c'est vrai pour tous les traitements, hein, on est toujours stupéfait d'apprendre que des gens, par exemple, qui ont eu des greffes d'organes, ont des problèmes d'observance et ne prennent pas correctement leur traitement anti-rejet. Ça existe, hein, donc c'est une caractéristique de tous les traitements au long cours, en fait, le problème d'observance, mais c'est particulièrement vrai pour les antipsychotiques. C'est la classe de médicaments pour lequel il y a le plus de problèmes d'observance. Et là, le meilleur moyen de passer outre ça, c'est cette alliance thérapeutique, en fait. C'est le fait de pouvoir être en confiance avec son soignant, pouvoir échanger sur tous les effets ressentis, etc. Effectivement, mais ça, c'est par exemple pour les gens qui ont un problème d'observance parce qu'ils refusent de prendre un traitement ou décident d'arrêter. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont des problèmes d'observance parce elles sont pas en capacité cognitive de suivre régulièrement un traitement. Je veux dire, quand on a des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des difficultés à planifier l'action, ça peut être quand même très difficile, même quelle que soit la bonne volonté qu'on a, de suivre régulièrement un traitement. Donc dans ces cas-là, il y a aussi des stratégies hein, qu'on connaît, qui peuvent être l'utilisation de piluliers, de la distribution qui est faite par des infirmiers à domicile. Et sur les antipsychotiques, il existe aussi des formes qui permettent de limiter les oublis, c'est-à-dire que c'est par exemple des injections retard
où le traitement est administré en général tous les mois par voie intramusculaire. Et donc, ça permet de se libérer de la prise quotidienne de traitements médicamenteux et d'éviter justement ces oublis. Donc, l'observance est un phénomène vraiment complexe. Donc moi, l'univers de la psychiatrie, c'est assez récent, hein, donc je vais de découverte en découverte. J'ai participé à des conférences où on parlait de déprescription. Donc j'arrive peut-être à un moment où la déprescription fait partie des échanges qu'il y a en psychiatrie. De la dose minimale efficace aussi, enfin, j'étais très intéressée par tout ce qu'on pouvait partager à ce niveau-là. Et donc ma question, c'est est-ce que prescrire moins, c'est parfois aussi mieux soigner? Alors là, c'est toujours la même chose. C'est très difficile de donner une réponse générale. La réponse s'applique de manière individuelle. Il est clair que si on veut faire une réponse générale, moins on prend de traitements psychotropes et plus on se limite aux traitements indispensables et mieux c'est. Mais ça, c'est la règle et la même pour toutes les spécialités médicales, encore une fois. Donc, alors, la déprescription, effectivement, c'est sur le principe, c'est une bonne, un bon concept dans le sens que ça nous oblige à, nous prescripteurs, à éviter de tomber dans une routine. Et c'est un état d'esprit où en fait il faut réinterroger en permanence la justification, enfin de tous les traitements. Alors quand je dis en permanence, régulièrement, quoi, tous les 6 mois, tous les ans, etc., pour des traitements au long cours. Alors ensuite, il faut quand même pas tomber dans des attitudes où on va considérer que tout le monde peut arriver à arrêter totalement son traitement et il faut se méfier des messages qu'on peut faire passer. Pour beaucoup de personnes, effectivement, le traitement psychotrope est temporaire. La plupart des gens qui commencent un traitement psychotrope, enfin, vont le prendre pour quelques mois. Je pense notamment aux épisodes dépressifs, le trouble anxieux. Pour d'autres personnes, ça va plutôt se calculer en année. Par exemple, quelqu'un qui fait un premier épisode psychotique, on considère quand même que le traitement doit être poursuivi pendant au moins 1 an et demi à 2 ans, le temps que la phase de convalescence soit passée. Mais après, il existe des situations pour lesquelles chaque tentative d'arrêt s'est soldée par une récidive, une réhospitalisation. Donc, au bout d'un certain temps, on décide quand même de maintenir le traitement au très long cours. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné de la vie, on ne pourra pas le réinterroger. Donc, en fait, il existe quand même des situations pour lesquelles on ne peut pas déprescrire. Et il ne faut pas non plus que les gens qui ont besoin de ces traitements au long cours fassent l'objet d'une stigmatisation de leur situation, qu'on diabolise leur traitement. C'est très pénible pour les gens qui n'ont pas le choix. Il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de continuer leur traitement. Et effectivement, elles doivent souvent subir des remarques, mais enfin, pourquoi tu continues ces cochonneries qui te rendent comme un zombie, tu devrais faire plutôt du yoga ou prendre cette huile essentielle. Enfin, c'est très pénible à vivre pour les gens qui sont obligés de prendre un traitement au long cours. Donc, je suis un peu, comment dire, ambivalente par rapport à la notion de déprescription. Encore une fois, revoir régulièrement le traitement et essayer de simplifier les lignes de l'ordonnance, oui. Considérer que tout le monde peut arrêter totalement son traitement au long cours, non. Et il ne faut pas que les personnes qui continuent, qui ont besoin de continuer ce traitement, se sentent coupables ou pas capables de voir d'autres solutions, etc. C'est comme pour les autres situations médicales, il y a des situations dans lesquelles on est obligé d'avoir des traitements pendant des années et si c'est la condition pour continuer à avoir une qualité de vie correcte, ben, il faut continuer le traitement. Donc voilà, la déprescription avec prudence. J'ai une question sur l'évolution des psychotropes. Donc, est-ce que les laboratoires pharmaceutiques, ils travaillent sur de nouvelles molécules? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce qu'on doit s'attendre à de nouvelles choses? En fait, depuis les années, on va dire que il y a eu la révolution psychopharmacologique qu'on évoquait tout à l'heure. Et
Pour faire simple, depuis les années 70, ce qui commence à faire quand même maintenant un certain temps, c'est-à-dire depuis l'arrivée de la clozapine, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des grandes révolutions. C'est-à-dire qu'on est sur les mêmes traitements qui ont été avec des nouvelles molécules qui ont moins d'effets indésirables, mais globalement sur l'efficacité, il n'y a pas eu de découverte récente extraordinaire depuis très 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 longtemps maintenant en psychopharmacologie. Alors, on a toujours bien sûr l'espoir que on va réussir à identifier des nouvelles molécules, mais à ce jour, il n'y a rien de révolutionnaire qui est annoncé. Il y a des améliorations, bien sûr, des molécules existantes et des produits existants, mais rien de révolutionnaire qui est annoncé. Mais on a quand même déjà beaucoup de traitements très efficaces pour la plupart des troubles psychiatriques existants. Donc, bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais déjà, on peut quand même trouver des solutions pour la plupart des personnes concernées avec les traitements existants. On parle actuellement de pénurie à plusieurs mois que la quétiapine, Thiamine, oui, donc traitement essentiel pour la stabilisation des personnes souffrant de troubles schizophréniques ou bipolaires, est bipolaire. en rupture de stock totale en France. Moi, je voudrais un peu comprendre les causes et les risques. Voilà, il faudrait un podcast entier pour expliquer cette situation. Euh, pour le faire très très simplement, en fait, la rupture de kétiapine, elle concerne, je pense, toute l'Europe, parce que si j'ai bien compris, c'est le site de production en Grèce qui est à l'arrêt total depuis des mois pour des raisons de contrôle qualité. Donc, en fait, cette rupture, là aussi, concerne beaucoup de médicaments. Elle est liée à la mondialisation de la production des médicaments et à la délocalisation de la production des médicaments. Et pour le faire, donner des explications de manière aussi très, très simple, en fait, euh, elle est liée aussi comment dire, au fonctionnement du libéral, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes, les industriels qui commercialisent les médicaments les vendent au plus offrant. Et les plus offrants sont souvent paradoxalement, les pays dans lesquels il n'y a pas de système de régulation des prix et de système de sécurité sociale. Je le fais en très très simplifié. Donc en fait, ça peut être beaucoup plus rentable quand on est face à des stocks limités de vendre, si le produit est fabriqué en Inde par exemple, de le vendre en Afrique que de le vendre en Europe. Et comme les industriels, pour des raisons aussi économiques, sont souvent à flux tendu dans les productions, en fait, très régulièrement, on est sur des situations de rupture parce que la production ne suffit pas à fournir l'ensemble des pays au niveau mondial. Donc c'est un problème de mondialisation et de financier en fait, hein, derrière. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des tentatives tout à fait infructueuses pour le moment qui sont faites de relocaliser la production en France ou au moins en Europe et qui a des listes de médicaments dits essentiels qui ont été établis, mais pour le moment, il n'y a pas de solution à ces problèmes qui se multiplient de manière dramatique depuis une dizaine d'années, et avec des répercussions très très graves pour les usagers. Parce que, quoi qu'en disent les agences sanitaires, quand on est stabilisé, par exemple, avec la kétiapine, c'est pas aussi simple que ça de basculer sur une autre ligne d'antipsychotiques qui a quand même pas tout à fait le même profil. Donc il y a vraiment des ruptures de traitement, des personnes qui sont déstabilisées. On a eu très peur, par exemple, parce qu'il y a eu des annonces de rupture de lithium. Alors là, ce serait vraiment dramatique. Mais c'est pas forcément des produits très chers en fait, qui sont en rupture de stock. Souvent les produits qui sont justement génériqués, donc pas très rentables à produire. Et donc voilà, ce sont des problèmes derrière, ce sont essentiellement des problèmes financiers. Ouais.
C'est bien triste quand même, tout C'est ça. très triste, c'est très triste. Mais ouais, pour les personnes qui sont stabilisées, qui ont une vie à trouver un équilibre, ça doit être très difficile à vivre. Tout à fait. Et en période, là, actuellement, où on est vraiment en période de pénurie de personnel en psychiatrie, le temps consommé par les prescripteurs, par les pharmaciens, par les usagers, pour essayer de trouver des solutions aux pénuries est considérable. Donc c'est une perte de temps humain aussi considérable. Voilà. Mais bon, je pense quand même, les agences ont une prise de conscience clairement hein, de ce problème-là, mais les solutions tardent un peu à venir, on va dire. Les alarmes ont été tirées il y a très 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 longtemps, mais on va dire qu'il y a une inertie dans les prises de décision. Mais derrière, ce sont des enjeux économiques, c'est pour ça que c'est aussi complexe. Un petit mot sur les soins sous contrainte et les traitements psychotropes dans les soins sous contrainte. Comment ça se passe? Comment on peut être sûr que les personnes bénéficient du bon traitement, bien dosé? À quel point elles peuvent le refuser? Enfin, comment ça se passe, les soins sous contrainte? La législation est très variable d'un pays à l'autre. Alors en France, actuellement, chez quelqu'un qui est en soins sous contrainte, dans le cas d'une hospitalisation temps plein, la loi permet d'imposer un traitement. Pas uniquement dans les situations d'urgence, parce qu'il y a des pays où en fait la loi n'autorise que les traitements en situation d'urgence. Donc la législation française actuellement, le soin sans consentement, qui est une privation de liberté, c'est une modalité d'hospitalisation qui est rendue possible par le législateur depuis maintenant quand même près de 2 siècles dans la plupart des pays industrialisés. Ça permet en fait de permettre des soins à des personnes dont l'état psychique ne leur permet pas de consentir à ces soins. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on peut imposer un traitement psychotrope parce que imposer juste une hospitalisation sans traiter, ça n'a strictement aucun sens. Donc, on peut imposer un traitement psychotrope à la personne concernée. Alors, la plupart du temps, ça se passe très simplement, hein. La personne qui est en soins sans consentement, accepte de prendre les traitements proposés. Parfois, en début d'hospitalisation, la situation peut être un peu plus compliquée où la personne n'a pas encore conscience d'avoir besoin d'un traitement et dans ces situations-là, il est possible effectivement d'imposer un traitement exceptionnellement, je dirais par voie intramusculaire. Le plus souvent, en fait, le traitement est quand même administré par voie orale, hein. La contrainte se fait, je dirais, sans contrainte physique. Mais exceptionnellement, il peut y avoir recours à une contrainte physique. Mais ce qui est vraiment préconisé, c'est que ce soit un nombre d'administrations le plus limité possible, que ce soit fait en contrainte physique. Et en règle générale, c'est ce qui se passe, hein. C'est plutôt exceptionnel qui ait besoin finalement de plusieurs contraintes physiques pour administrer un traitement. J'imagine qu'à partir du moment où la Oui, personne... c'est ça, dès que le traitement commence à être efficace, en général, les choses suivent après facilement. Oui. Chaque dimanche, vous partagez généreusement vos connaissances sur les psychotropes sur LinkedIn et vous prenez le temps de répondre à chaque commentaire. Donc, un immense merci pour ça. Moi, j'attends ce rendez-vous du dimanche avec impatience. Je suis toujours ravie de lire ce que vous pouvez partager. Donc, merci pour cette précieuse contribution. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette belle initiative et qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Alors, de manière un peu provocatrice, je vais vous dire que c'est par désespoir que j'ai commencé cette activité. Enfin, c'est une boutade, hein. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas pris conscience jusqu'à il y a très peu de temps de l'impact vraiment très important qu'on pouvait avoir sur les réseaux sociaux pour diffuser de la connaissance. J'étais sur des représentations des réseaux sociaux, et notamment de LinkedIn, tout à fait obsolète maintenant. Donc j'ai découvert ce réseau qui est effectivement un lieu d'échange assez extraordinaire en termes de circulation d'informations. Et dans le contexte actuel, c'est quand même très compliqué pour les collègues de prendre le temps de se former, de suivre l'actualité.
j'ai considéré que ça faisait aussi partie de mes missions d'universitaire de contribuer à diffuser de l'information. Et puis, il y a actuellement des choses quand même qui se passent très intéressantes en termes d'organisation des soins, avec l'émergence de nouveaux métiers, notamment les infirmiers en pratique avancée en psychiatrie santé mentale et qui ont aussi besoin d'avoir des informations un peu actualisées sur la surveillance des psychotropes, etc. Et puis il y a d'autres corps de métier très intéressants qui arrivent, notamment les médiateurs de santé pair, et qui aussi c'est important dans leur pratique qu'ils aient des informations sur les psychotropes et le bon usage des psychotropes. Et donc, en fait, j'ai réalisé que ce canal d'information me permettait de diffuser des informations actualisées de manière finalement beaucoup plus efficace que je ne l'ai fait pendant des décennies avec des publications d'articles scientifiques qui sont effectivement très intéressantes et très importantes. C'est très important de continuer à faire de la recherche, mais finalement, la diffusion des informations se limite aux experts du sujet qui lisent les articles et on a beaucoup moins d'impact que quand on diffuse de l'information. Et puis ça va dans un courant de démocratiser les connaissances et de donner l'accès aux connaissances aussi aux usagers. Donc c'est vraiment très important. Et on est plusieurs à faire, à avoir cette pratique-là et voilà, c'est très satisfaisant parce qu'effectivement, ça permet aussi de réaliser que les personnes concernées se posent des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Alors bien sûr, on a des échanges avec les personnes concernées qui sont les patients qu'on prend en charge, mais là, finalement, il y a beaucoup plus d'échanges possibles et c'est vraiment très intéressant. Ça ouvre vraiment, enfin, moi en tant que professionnel ayant quand même quelques décennies d'expérience, ça m'a ouvert des perspectives et à des questions que je ne m'étais pas posées avant, cette pratique-là. Donc du bénéfice dans tous les Ah oui, sens. tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Est-ce que vous avez un message, un conseil pour les personnes concernées, leurs proches, les soignants? Alors de toujours garder espoir. Voilà, s'il faut passer un message concernant les troubles psychiatriques, c'est qu'il faut toujours garder espoir et qu'on n'a jamais tout essayé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions, pas forcément pour résoudre et faire disparaître tous les symptômes, mais pour au moins arriver à une qualité de vie satisfaisante. Et parfois, on peut perdre complètement espoir parce qu'on est plongé, par exemple, dans le gouffre de la dépression ou dans le cauchemar d'une expérience psychotique, mais il faut toujours garder espoir, vraiment. Et c'est aussi, je dirais, le modèle de la réhabilitation, la posture de la réhabilitation psychosociale, c'est-à-dire et du rétablissement. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas forcément de faire disparaître tous les symptômes, mais que la personne concernée arrive à un niveau de qualité de vie satisfaisant malgré la persistance de certains symptômes. Mais c'est une réalité, hein. C'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai jamais rencontré dans ma pratique de situation désespérée pour lesquelles il n'y avait pas d'autre solution. Même si parfois les équipes peuvent avoir l'impression d'avoir tout essayé, dans ces cas-là, c'est toujours intéressant de demander un avis extérieur parce qu'il y a toujours des solutions auxquelles on n'a pas pensé. Ah, c'est un super message, moi y compris, merci. Mais je suis dans Ouais, cette non, mais dynamique je le dis très très sincèrement, hein, c'est d'espoir. vraiment, c'est sur la base de près de 40 ans de pratique, que vraiment, il faut toujours garder espoir. Ouais, ouais. Et je suis dans cette dynamique là. Si vous êtes d'accord, on passe à mes 6 dernières questions que je pose à chacun des intervenants. Quel est le moment clé qui a changé votre regard sur la santé mentale? C'est quand il y a environ 30 ans, j'ai commencé avec Jim Vanos. À l'époque, je travaillais à Londres et puis après j'ai continué des collaborations avec plusieurs collègues. On a commencé à travailler sur les expériences psychotiques en population générale. C'est-à-dire qu'on a commencé finalement à explorer quelles étaient ces expériences qu'on traditionnellement on considérait comme étant spécifiques des personnes ayant un trouble psychotique. On a commencé à poser aux gens, en population générale, des questions sur est-ce que vous avez déjà entendu des voix, est-ce que vous avez déjà cru qu'il y avait un complot dirigé contre vous. Et en fait, à ce moment-là, on a vraiment pris conscience enfin, de la fréquence de ces expériences en population générale. C'est pas non plus une découverte totale, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment quantifié le phénomène et c'est
à ce moment-là que moi, j'ai vraiment pris conscience du continuum et du fait qu'il n'y avait pas eux et nous, et que en fait, c'était des expériences du psychisme humain, et que le caractère arbitraire de la frontière m'a vraiment, à ce moment-là, devenu une évidence. Et c'est très important en termes de posture pour la stigmatisation des personnes concernées par un trouble psychotique. C'est-à-dire de comprendre qu'en fait, ce sont des expériences du psychisme humain, mais que c'est le retentissement qui fait qu'à un moment, on bascule dans un trouble. Mais on peut tous vivre ces expériences. Si vous pouviez déconstruire une idée fausse, une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? Ah, la schizophrénie et la personnalité, la double personnalité, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. C'est-à-dire c'est une mauvaise compréhension du terme de schizophrénie. La schizophrénie, c'est la fragmentation de la vie psychique. C'est la perte de la cohérence entre les émotions, le comportement, les cognitions. Mais c'est pas la double personnalité. Ça, et malheureusement, l'usage métaphorique du terme de schizophrénie dans les médias, par les hommes politiques, est totalement insupportable parce qu'il continue à entretenir cette représentation de la double personnalité. Vous voyez des innovations qui pourraient révolutionner notre manière d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge dans les années à venir? Non, pour le moment, je ne les vois pas, mais je les espère. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre ou une rencontre qui vous a profondément marqué sur le sujet des troubles psychiques? La première fois que j'ai rencontré des personnes concernées par un trouble psychotique, j'ai pas été trop déstabilisée parce que je connaissais déjà ces univers-là par la science-fiction. C'est-à-dire que j'ai compris ma lecture quand j'étais plus jeune et même encore de livres de science-fiction m'a permis de comprendre ce que c'était qu'un univers psychotique et notamment l'auteur qui m'a le plus aidé, c'est Philippe Cadic qui lui-même avait beaucoup vécu d'expériences psychotiques, probablement dans un trouble bipolaire avec des caractéristiques psychotiques et puis beaucoup d'amphétamines dessus, voilà. Et notamment un livre qui s'appelle Ubik. Et en fait, tous les livres de Philippe Cadic tournent autour de la question de qu'est-ce qu'est la réalité. Et ce que je vis là, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas réel? Et donc, en fait, ça, c'est très aidant. Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre les univers psychotiques. Et je peux conseiller effectivement ces lectures-là, mais il faut aimer la science-fiction. À partir d'aujourd'hui, que vous engagez-vous à continuer à initier ou à arrêter de faire ou à faire différemment en lien avec la santé mentale, mais de manière personnelle ou professionnelle? Alors, toute ma vie, j'ai lutté contre l'engagement parce que l'engagement, c'est pas bon pour la santé mentale. Enfin, tout au moins, je m'entends. Il faut repérer les problèmes d'engagement et arriver à apprendre à se désengager. Donc, voilà, l'engagement peut générer beaucoup de stress quand on n'arrive pas à se désengager à temps. Donc, au stade de ma carrière, c'est plutôt du désengagement que de l'engagement. Dans un an, comment rêveriez-vous qu'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? Bon, déjà, moi, je suis psychiatre, donc la santé mentale, c'est pas forcément mon domaine d'expertise. Bah, agir collectivement, si on doit parler d'action politique, c'est déjà donner plus de moyens pour les personnes concernées, pour prendre en charge correctement les personnes concernées par un trouble psychiatrique. Donc de l'argent. Pour être clair. Pas que, mais voilà, voilà, les moyens financiers. Nous sommes arrivés au terme de mes questions. Merci beaucoup. Et bon courage Oui, pour la suite. merci. On restera en contact sur LinkedIn, j'imagine. Absolument, oui, j'aurai sûrement encore des petites questions. Allez, au revoir, Au bonne journée. revoir. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous savez désormais comment me contacter. Dans 15 jours, j'aurai le plaisir d'aller à la rencontre du professeur Pierre Oswald. Dans le cadre de l'internement de mon mari, j'ai bénéficié de son soutien alors qu'il était encore directeur médical du centre hospitalier Jean Titéca, un poste qu'il a récemment quitté pour relever un nouveau défi à l'hôpital universitaire de Bruxelles. Il dirige désormais le service de psychiatrie avec une triple mission ambitieuse: offrir des soins de qualité, transmettre un enseignement actualisé de qualité aux futures générations et développer une politique de recherche axée sur une approche intégrative et holistique de la santé mentale. Avec son regard d'expert et fort de son expérience dans le champ médico-légal, nous explorerons ensemble
le thème de l'aternement en Belgique, ses réalités, ses enjeux et ses zones d'ombre. Un échange à ne surtout pas manquer. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé mentale. À bientôt! Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences, nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.